Bonjour tout le monde. Ok. Bonjour tout le monde. Donc, j'espère que tout le monde est présent. Donc, problème là que nous venons là, c'est que comme nous pas qu'à, on ne peut pas faire le cours, donc on va essayer de faire une petite révision aujourd'hui. On va faire la révision et comme j'ai la possibilité de le faire avec Facebook, donc je le fais sur ma page. J'espère que la plupart des étudiants seront présents. De toute façon, vidéo ça, n'a pas enregistré et la disponible sous page. Et là ça, moun qui paraît ici participer dans le ça, l'a participer, l'a regarder de façon différée. Alors, jeudi, nous allons commencer avec le membre supérieur. Je me rappelle la question que j'avais posée à tout le monde, c'est quelle était la différence fondamentale qu'il y avait entre le membre inférieur et le membre supérieur. Et la réponse était très simple. Le membre inférieur, c'est pour la station debout, ok, pour la marche, tandis que le membre supérieur, Jean-Livre Landil, c'était surtout pour le positionnement de la main, pour que la main puisse faire ce qu'on appelle la préhension. Donc, la différence qu'il y a au niveau des articulations, au niveau des diaphyses, au niveau des diaphyses, c'est que les os du membre inférieur vont être beaucoup plus massifs que les os du membre supérieur. La tâche du membre au niveau du tronc est différente. Ainsi, pour le membre supérieur, la tâche du membre, c'est simplement une toute petite extrémité de la clavicule qui va retenir tout le membre supérieur au tronc. C'est pour ça qu'on dit que le membre supérieur est appendu au tronc. Tandis que le membre inférieur, par l'intermédiaire de la ceinture pelvienne, il va être encastré dans le tronc. Et au niveau des articulations, pour le membre inférieur, les articulations vont plutôt primer sur la stabilité. Et pour le membre supérieur, les articulations vont surtout être au niveau de la mobilité. Ainsi, si vous regardez là, un petit schéma que je vais montrer nous. Si on se rappelle maintenant au niveau des ceintures, ici, nous avons un schéma ça devant nous. Ok, au niveau des ceintures, ici nous avons la ceinture scapulaire qui est formée par la clavicule en avant et la scapula en arrière. Ok, la scapula en arrière, la clavicule en avant. Ok, et la ceinture scapulaire ne va pas faire tout le tour, comme le voit ici. On voit bien notre ceinture scapulaire et elle s'arrête au niveau de la scapula. C'est la différence qu'il y a. Et la jonction entre les deux scapulas, cette jonction-là va se faire de préférence par l'intermédiaire des muscles, tandis que la ceinture pelvienne, elle était entièrement osseuse. Donc pour nous résumer, le membre supérieur, c'est un membre qui est mobile, avec des articulations mobiles. Il y a même une articulation qui est supérieure, il y a même une articulation en plus, qui est justement l'articulation de l'avant-bras, qui est la pronosupination. Donc, nous allons commencer avec le membre supérieur. On va commencer avec l'épaule. L'épaule fonctionnelle d'abord. Après ça, parce que c'est l'équipe facile, c'est l'équipe simple. Après ça, on continuera avec l'épaule anatomique, les structures anatomiques. L'épaule fonctionnelle. Pour l'épaule fonctionnelle, il faut nous diviser l'épaule en deux parties. Première partie qui nous intéresse, ok, c'est le moignon de l'épaule qui est formé d'élévation, d'abaissement, d'antéversion et de rétroversion. Ces mouvements du moignon de l'épaule sont dus au mouvement de la ceinture scapulaire. Deuxième mouvement que nous avons les mouvements qui se font au niveau de la gléno-humérale, ce qu'on appelle en fin de compte les mouvements du bras. Alors pour les mouvements du bras, si vous songez bien, nous avons abduction, adduction, nous avons antéversion, rétroversion, et quand on met le coude à angle droit,
on a la rotation médiale et la rotation latérale. Ça, c'est pour l'épaule fonctionnelle. Donc, pour l'épaule fonctionnelle, il faut toujours différencier les mouvements de la ceinture scapulaire qui vont justement permettre des mouvements du moignon de l'épaule et les mouvements du bras qui sont dans la gléno-humérale. Ok, ça c'est pour l'épaule fonctionnelle. On va revenir. De temps en temps, je parlerai de cette épaule fonctionnelle qui va nous permettre de comprendre justement la partie de l'anatomie. Alors, anatomie de l'épaule, comme je le dis, nous avons deux pièces osseuses. Ça, c'est une vue antérieure ici. Et là, nous avons une vue postérieure. Sur la vue antérieure, on voit bien que nous avons la clavicule en avant et la scapula en arrière. Nous avons différentes vues qui nous permettent justement de voir les différentes parties de cette ceinture scapulaire. Là, nous avons une vue de profil qui nous montre justement la scapula et la clavicule. D'autres vues pour bien voir cette ceinture scapulaire dont la meilleure façon reste toujours au niveau d'une vue supérieure. Donc, on voit bien le déroulé de la clavicule qui est en forme de S et en arrière nous avons la scapula. Donc ces deux os forment la ceinture scapulaire. On va commencer par la scapula. La scapula avant tout c'est un os qui est triangulaire qui a donc trois côtés. Encore bord, le bord supérieur, le bord latéral et le bord médial. Et ces bords-là sont unis par des angles. Nous avons l'angle supérieur ici. Nous avons l'angle latéral ou encore la cavité. Il est essentiellement articulaire, donc on va l'appeler la cavité glénoïdale. Et l'angle inférieur que nous avons ici. La scapula a donc, c'est un os plat, triangulaire. Et à l'étude, nous avons deux faces. Une face antérieure, ou encore appelée face costale, et une face postérieure. Donc, si nous on veut étudier la clavicule, la scapula, on doit étudier chacune de ces structures. Donc, on va commencer par la face postérieure. La face postérieure, comme vous le voyez, elle est séparée en deux par un gros processus qu'on appelle l'épine de la scapula. Ok? Et cette épine de la scapula, c'est une lame triangulaire qui comporte donc trois bords. Le bord que nous avons ici, le bord de l'épine de la scapula, que l'on peut palper lorsque on peut palper ce bord-là. Vous voyez, on le voit ici, le bord de l'épine. On le voit ici. Et une dépression puisque voilà, donc les muscles s'attachent dessus. Vous avez les muscles, là vous avez le muscle trapèze qui s'attache sur l'épine et les muscles infraépineux qui s'attachent en dessous et vous avez comme une dépression. Et cette dépression nous montre le bord postérieur de l'épine de la scapula. Donc l'épine de la scapula, il y a le bord postérieur qui est palpable et ce bord postérieur va s'agrandir pour former une espèce de tubercule ici, mais à l'extrémité aussi, il va s'élargir et former l'acromion. L'acromion, c'est cette partie dure de l'épaule. L'acromion sert le plus souvent à la tâche, si vous avez un sac en bandoulière, une sacoche, tout ça qui a coqué dans les épaules, c'est grâce à l'acromion. Et cette épine a donc un bord postérieur, un bord antérieur qui est adhérent au corps, qu'on ne va donc pas voir. Ensuite, nous avons un bord latéral, qui va former l'incisure scapulaire. Et cette épine de la scapula va séparer la scapula en deux parties. Une partie au-dessus de l'épine qu'on va appeler la fosse supraépineuse et une partie en dessous de l'épine qu'on va appeler la fosse infraépineuse. Notre scapula a aussi une face antérieure. Bon, la face antérieure, face costale, on va trouver des petites stries dessus et elle va former en fin de compte une grosse fosse qu'on va appeler la fosse subscapulaire. En plus de ça, nous avons les bords. Il n'y a pas grand chose à dire sur le bord médial.
Le bord supérieur lui-même, on va trouver une échancrure qui est l'incisure suprascapulaire qui sera transformée en un canal par un ligament, le ligament transverse, mais on verra ça plus tard. Ensuite, le bord latéral, il est mince en bas et épaissi en haut, dans son tiers supérieur, et finit par le tubercule infraglénoïdal où va venir s'attacher justement la courte portion du triceps. Nous avons les trois angles, l'angle inférieur qui est aplati, dans la face postérieure une petite facette lisse. C'est sur cette facette lisse que va venir passer, et s'insérer quelquefois des fibres du muscle grand dorsal. Le bord supérieur, l'angle supérieur n'a pas grand chose à étudier. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'angle qui va former ce qu'on appelle justement la cavité glénoïdale. Donc cet angle latéral essentiellement, il va se composer d'une partie articulaire, la cavité glénoïdale, et d'un processus qui ressemble à ce qu'on appelle un doigt semi-fléchi. Donc, si j'avais mis ça comme ça aurait été mieux. Ouais, c'est comme un doigt semi-fléchi, et qui aura donc qu'on appelle le processus coracoïde. Il y aura une partie plus ou moins horizontale, une partie verticale qui va le rattacher au corps. Est-ce que la cavité, ensuite nous avons la cavité glénoïdale qui est ovoïde, c'est-à-dire que c'est la forme d'un œuf. Dès qu'on dit ovoïde, c'est grossièrement la forme d'un œuf. Et l'œuf ovoïde a donc deux extrémités, une extrémité plus petite supérieure. Donc on dit que c'est la forme ovoïde à petite extrémité supérieure, et on va retrouver une échancrure dans cette cavité. Ensuite, l'autre os qui nous intéresse, c'est la clavicule. Alors la clavicule, les anatomistes se battent pour la clavicule. Pourquoi? Parce que elle a à la fois les caractéristiques d'un os long et d'un os plat. Donc ici, nous avons la clavicule en vue supérieure, en vue inférieure. Et ici, on va retrouver la clavicule avec les insertions ligamentaires et musculaires. Alors, lorsqu'on met une partie rouge, ça veut dire que c'est la partie, vous voyez ici, rouge, ça veut dire insertion d'origine, et bleu, ce sont les terminaisons. Donc, vous avez le grand pectoral et le deltoïde, qui, ce sont les origines, et là, le sternocléidomastoïdien et trapèze, ce sont justement les terminaisons. Bon, la clavicule, c'est un os, en fin de compte, plat, et qui comporte donc à l'étude de la diaphyse aplatie, et deux extrémités, une extrémité latérale et une extrémité médiale, et deux faces, une face supérieure visible en vue supérieure, et une face inférieure qui est visible en vue inférieure. Donc la face supérieure, la face supérieure, elle n'a pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à s'attacher dessous. Cette face supérieure, elle est palpable. C'est justement, on peut voir ça, donc là, on voit pas très bien, mais la face supérieure est palpable et elle est visible non pas chez les personnes maigres, mais chez les personnes qui n'ont pas de gros pectoraux. Parce que, en fait, compte, c'est le pectoral. Lorsque quelqu'un fait du sport et qu'il a un pectoral développé, c'est ce pectoral-là, justement, qui va cacher la clavicule. Donc, voir la clavicule chez quelqu'un, ce n'est pas un signe de maigreur, c'est tout simplement, c'est quelqu'un qui n'est pas musclé. Parce que sur la face inférieure, on va retrouver beaucoup plus de structure au niveau de la face inférieure. On va diviser la face inférieure en 4 quarts. Et vous avez donc le premier quart qui sera le quart latéral. On va retrouver les insertions pour le ligament trapézoïde, les insertions pour le ligament conoïde. Donc on aura la ligne trapézoïde, le tubercule conoïde. On va retrouver un sillon où va venir s'insérer justement le subclavier. Et on va retrouver les empreintes d'insertion du ligament costoclaviculaire. Les deux extrémités, nous avons une extrémité médiale qui aura la forme plutôt d'une pyramide, elle soit triangulaire à la section, tandis que la partie latérale est aplatie et va venir s'articuler
avec la partie correspondante de l'acromion, ok, et former l'articulation acromio-claviculaire. Donc ici, nous avons un schéma, je n'insiste pas sur le schéma, avec les différents ligaments qui vont s'attacher et qui vont attacher la clavicule au reste du tronc. Ok, bon. Ensuite, faisant partie aussi de l'épaule, la partie qui nous intéresse, ça va être l'humérus, mais surtout la partie supérieure de l'humérus. Donc, la partie supérieure, l'extrémité supérieure de l'humérus, est formée par 3 processus. 1, 2 et 3 processus. Donc, nous avons un processus articulaire et 2 processus non articulaires qui sont séparés par le col anatomique va donc séparer la tête du numérus des 2 autres processus, tandis que les 2 processus, vous avez un gros et un petit, qu'on va appeler tubercule majeur et tubercule mineur, et ces 2 tubercules sont séparés par un sillon qu'on appelle le sillon intertuberculaire. Une structure qui va nous intéresser. Ok, ces 2 sillons vont faire suite à une crête, et on va retrouver l'insertion. Donc je vais pas essayer l'insertion ici ici on va retrouver l'insertion du V deltoïdien. Est-ce qu'on a un schéma qui le montre? Non. Ah voilà. Ici nous avons la tubérosité deltoïdienne. Pourquoi est-ce que je parle de cette structure tubérosité deltoïdienne? Parce que à partir de cette tubérosité deltoïdienne, vous allez avoir une différenciation dans les attaches musculaires. En effet, tous les muscles qui vont s'insérer à partir de cette tubérosité et plus haut de cette tubérosité, ces muscles seront responsables des mouvements du bras. On se rappelle, l'épaule, ça avait 2 mouvements. Donc, maintenant qu'on a vu les parties qui sont les plus importantes, on va voir l'articulation en elle-même. C'est une articulation synoviale, autrement dit, ça veut dire que c'est une articulation qui a une membrane synoviale et dont chacune des extrémités sont séparées, chacune des extrémités sont encroûtées de cartilage et ils sont englobés dans la fameuse capsule articulaire qui est doublée en dedans par la membrane synoviale. Ok, donc vous avez les 2 surfaces articulaires, vous avez ici à sa place, et vous avez des structures, on voit déjà une première structure qui va aider à la stabilité de la tête, qui est la longue portion, le tendon du long biceps. Et l'on voit ici en structure supérieure. Donc, on revoit notre chère membrane supérieure, ok, avec qui va donc englober la longue portion du biceps, ce qui fait qu'il sera intracapsulaire, parce que ici, vous voyez, la capsule articulaire va recouvrir le biceps, mais il sera extra-synovial. Maintenant, l'épaule, c'est aussi la formation de la tête humérale. Mais cette tête humérale, ok, parce que si on se rappelle une chose que j'ai oublié de vous dire, si vous regardez les surfaces articulaires, elles ne sont ni congruentes ni concordantes. Autrement dit que notre chère articulation de l'épaule est une articulation qui est très mobile. En effet, elle est responsable de 3 axes, de 3 degrés de liberté. Mais comme les surfaces ne concordent pas, cette structure aura tendance à se déboîter. Le terme médical, c'est à se luxer. Donc, pour empêcher la luxation, ok, alors que pour le membre inférieur, au niveau de l'os coxal, nous avons une cavité où l'humérus va venir s'encastrer, on ne peut pas avoir ça réellement avec le membre supérieur. Donc, on doit avoir un renfort, beaucoup de renforts. On a, par exemple, ici, un renfort capsulaire et on va retrouver un autre renfort qui est fait au niveau des tendons. Ici, on retrouve bien tous les tendons qui vont englober la tête humérale. Et nous avons des tendons qui, lorsque le muscle se contracte, auront tendance à frotter sur des structures osseuses. Donc, et ces tendons-là, pour éviter qu'ils soient ébréchés, érodés,
on va avoir des structures particulières qu'on appelle les bourses séreuses. Et ces bourses séreuses vont donc protéger le tendon de l'os. Ici, vous avez le supraépineux avec son tendon. Lorsque vous faites l'élévation du bras, le supraépineux a tendance à être érodé par le ligament coraco-acromial, qui est un ligament qui est très solide, très dur et qui peut très bien ébrécher ça, et aussi la face inférieure de l'acromion. Donc vous avez cette bourse sous-deltoïdienne qui permet justement la protection du tendon. Au niveau du subscapulaire, nous avons la même chose. Donc pour éviter que ce tendon-là ne soit érodé au niveau de l'humérus et de la scapula, vous avez une autre bourse séreuse qui est la bourse subtendineuse du subscapulaire. Ok? Une petite différence entre ces deux bourses. Cette bourse-là, la subdeltoïdienne, est complètement séparée de la membrane synoviale, tandis que la bourse subtendineuse du subscapulaire est plutôt une émanation de la membrane synoviale. Donc on retrouve les différentes structures et on commence à voir les muscles. Ok? Vous avez le fameux supraépineux et la bourse là, on voit très bien la bourse qui va protéger le tendon du supraépineux contre l'érosion au niveau de la face inférieure de la scapula. Maintenant, on va arriver aux muscles. Donc, nous avons deux types de muscles. Des muscles qui, comme ici, vont s'insérer sur le tronc. Ok? Ils s'insèrent sur le tronc. Et ces muscles-là vont s'insérer aussi au niveau excusez-moi, donc là, il s'insère au niveau du tronc. Là, vous avez l'insertion du petit pectoral, l'insertion du grand pectoral. Et il va aussi s'insérer au niveau de la clavicule en avant et de la scapula en arrière. Vous allez avoir d'autres muscles aussi qui vont s'insérer. Là, c'est une vue antérieure, par exemple bon, on verra ça après. Les muscles qui s'insèrent sur le tronc. Donc ici, vous avez une petite idée des muscles qui s'insèrent sur le tronc, bien le cou et la ceinture pelvienne. Vous avez encore un muscle là qui s'insère sur le tronc, bien le cou et la ceinture pelvienne. Ces muscles-là vont avoir une action sur je dis ceinture pelvienne, moi je dis bêtise, la ceinture scapulaire. Et vous avez une deuxième série de muscles qui vont s'insérer sur le tronc et sur l'humérus. Donc les muscles qui s'insèrent sur la ceinture pelvienne ou sur le tronc et qui vont s'insérer sur l'humérus vont avoir une action sur le bras lorsque le tronc est le point fixe. Tandis que si c'est le bras qui est le point fixe, ils vont élever le tronc. Et c'est ce qu'on appelle justement, là vous avez le grand pectoral qui est le muscle du grimpeur. Nous avons encore un autre muscle qui est le petit pectoral qui lui va s'insérer sur le tronc et il va s'insérer sur le processus coracoïde. S'il prend son point fixe sur le tronc, il va donc abaisser la scapula. Mais s'il prend son point fixe sur la scapula, il va tirer sur les trois premières côtes et ainsi être inspirateur. Tous ces muscles que nous voyons, ils font partie de la région de l'épaule. Ils vont délimiter une cavité qu'on va appeler la fosse axillaire. Cette fosse axillaire, elle est grossièrement pyramidale et elle va donc comporter une ouverture supérieure, une base qu'on appelle le plancher et des parois. La paroi antérieure, la paroi médiale, la paroi latérale et la paroi postérieure que nous avons ici. Et ces parois vont être faites par les muscles. Ainsi, la paroi latérale, elle est vue surtout
par l'intermédiaire des côtes et du muscle dentelé antérieur. Donc, elle est faite des côtes et des muscles intercostaux et du muscle dentelé antérieur. Autre paroi que nous avons qui ressemble beaucoup plus, autre paroi que nous avons, c'est la paroi postérieure qui, elle, est formée de la juxtaposition de plusieurs muscles. Nous avons en haut, nous avons le subscapulaire. Ensuite, nous avons le grand rond et nous avons le grand dorsal. On retrouve ici la paroi antérieure qui est vue en vue postérieure. Elle est formée de deux plans. Un plan superficiel qui est formé par le muscle grand pectoral et un plan profond qui est formé par le muscle subclavier et le petit pectoral. Entre les deux, on va retrouver une aponévrose très importante qu'on appelle, on la montre ici, qui est l'aponévrose clavipectoro-axillaire, qui va donc séparer le plan profond formé du subclavier et du petit pectoral du plan superficiel qui lui est formé par le grand dorsal. Est-ce qu'on a vu toutes les parois? Non, il nous manque une dernière paroi qui est ici, qui ressemble surtout à un bord, et on va appeler cette paroi-là, la paroi latérale, qui est surtout formée par l'os et qui est accompagnée par les insertions musculaires que nous voyons ici, qui sont les muscles grand pectoral, le grand dorsal et le grand rond, et qui vont, ce qui fait que nous avons ici le sillon intertuberculaire dans lequel on va avoir le chef long du biceps brachial, et donc ils vont former ce qu'on appelle la gouttière. Avec ça, on va appeler ça aussi la gouttière des trois grands pour le grand dorsal, le grand rond, et le grand dorsal, le grand rond et le grand pectoral. Ici, nous avons donc tous ces muscles-là vont former les parois de la fosse axillaire. Donc, on revoit les parois. Là, nous avons une vue supérieure. La vue antérieure supérieure va permettre de voir justement l'orifice d'entrée de la cavité axillaire qu'on appelle le défilé axillaire ici, le défilé axillaire supérieur. Donc ici on retrouve l'extrémité d'entrée de la cavité axillaire qui est formée par la première côte en dedans, la clavicule en avant et en arrière nous avons la scapula. Alors je tiens à vous rappeler que tous ces schémas-là, je vous les ai donnés. Donc on a vu tous les muscles qui forment la paroi de la fosse axillaire. On va faire une petite digression avec les fameux muscles de la coiffe des rotateurs. On se rappelle que les muscles de la coiffe des rotateurs, ils sont assez importants parce que vous avez une pathologie qu'on appelle la pathologie de la coiffe. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous avais dit pour la pathologie de la coiffe que vous devez aller étudier et pouvoir mener de très grands renseignements. On se rappelle, la première chose, le premier stade, c'est la tendinite. La première stade, c'est l'inflammation de la bourse séreuse. On se rappelle, c'est quelle bourse séreuse? Celle qui est en dessous de la communion. Bon, je ne vais pas vous dire le nom. Allez, à vous de vous débrouiller pour vous rappeler ça. Donc, le premier stade, c'est la biocite et le deuxième stade, c'est la tendinite. Vous devez pouvoir m'expliquer le mécanisme, justement, de cette pathologie et me donner aussi la clinique, c'est-à-dire me dire quel mouvement que l'on doit faire qui fait que, justement, cela fait mal. Ok? Si je reviens au niveau du livre, là, vous avez notre fameux livre et vous pouvez voir toutes les pathologies que vous devez voir et comprendre. Donc la première, si je ne me trompe pas, la première pathologie qui nous intéresse, nous sommes à notre c'est justement traumatisme
de la partie proximale de l'humérus. Vous devez connaître ça parce que je vais vous poser des questions. Je rappelle que le cours que nous faisons, c'est pas un cours d'anatomie topographique, ce n'est plus un cours d'anatomie fonctionnelle. On va un petit peu plus loin. C'est un cours d'anatomie médicale. Donc, vous avez les cas cliniques que vous devez voir. Là, vous avez un autre cas clinique qui est la fracture de la clavicule et luxation des articulations acromioclaviculaires. Et vous avez un cliché de fracture de la clavicule. Donc, je peux très bien vous donner à l'examen ça. OK? Vous avez les clichés des luxations acromioclaviculaires. OK? Et l'autre cas clinique que nous avons, c'est la luxation de l'articulation gléno-humérale. Alors, comme je suis un petit peu embêtant, je tiens à préciser que non seulement vous devez m'expliquer c'est quoi la luxation de l'épaule, qu'on appelle gléno-humérale, mais simplement pour la luxation antérieure, vous devez me trouver au moins une méthode qui permet de remettre l'articulation à sa place. Ensuite, on a justement ce dont on parlait, les fameuses lésions de la coiffe des rotateurs, dont le premier stade, c'est ce qu'on appelle l'inflammation de la bourse subacromiale, qu'on appelle encore subdeltoïdienne, et cette information forme ce qu'on appelle la buocyte. Donc, mettons, on revient avec les muscles. Nous avons deux types de muscles. Les muscles qui vont s'attacher au niveau du tronc et au niveau de la scapula, donc le tronc et la ceinture scapulaire. Là, nous avons la scapula. Et ces mouvements vont être responsables des mouvements de la ceinture scapulaire, vont entraîner soit la scapula en arrière, soit la clavicule en avant, et vont donner des mouvements de ce qu'on appelle du moignon de l'épaule. OK? Et vous avez des muscles qui vont agir directement sur le bras. Ce sont les muscles qui vont s'attacher sur la ceinture scapulaire et vont venir s'attacher sur le bras. Tout ça pour pouvoir comprendre les mouvements du moignon de l'épaule et les mouvements du bras. Pour mieux comprendre ça aussi, vous voyez les différents muscles. Pour mieux comprendre ces mouvements-là, vous devez aller sur YouTube. Et dans YouTube, vous devez chercher justement ce qu'on appelle l'anatomie, je crois qu'on le voit ici, l'anatomie 3D. Donc, je ne vais pas passer entièrement la vidéo, puisque en fait, quand je vous envoie aller regarder la vidéo. Mais je vais simplement parler de la section qui est la plus importante. Donc, pour l'élévation antérieure du bras, ou bien antérieur-latéral, nous avons en fait compte trois secteurs. Un secteur de 0 à 45 degrés, un secteur de 45 à 90 degrés et un secteur de 90 à 150 degrés. On se rappelle, de 150 à 180 degrés, c'est réalisé par l'inclinaison du tronc. Et la vidéo vous montre ça. Donc, premièrement, vous avez la couleur qu'on va donner. Vous avez en bleu, vous avez le muscle fixateur. En rouge, vous avez le muscle qui fait le mouvement effecteur. Et en vert, vous avez le muscle ajusteur. Bon, des fois, ça va être un petit peu difficile pour comprendre la différence qui va exister entre muscle fixateur et muscle ajusteur. Mais quand vous avez regardé la vidéo, vous allez voir. Et se rappeler que les muscles vont aussi passer, ils peuvent passer du stade de fixateur à effecteur, du stade d'effecteur à ajusteur. Tout ça pour vous montrer comment se font les mouvements. Parce que pour avoir la grande circonduction de l'épaule, je ne sais pas si on se rappelle, mais on reverra ça peut-être. OK? Vous allez avoir cette mobilité du bras et de l'épaule. On va pouvoir le retrouver grâce justement
aux deux secteurs physiologiques de mouvement qui sont les mouvements du moignon de l'épaule, donc de la ceinture scapulaire, et les mouvements du bras. Donc quand on élève le bras, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord aller au niveau du secteur de 0 à 45 degrés. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que vous avez des pans musculaires qui s'attachent sur le tronc et sur la scapula, et ces pans musculaires vont fixer la scapula sur le tronc. Et ainsi, lorsqu'on va faire l'élévation, ça va empêcher à la scapula de se déplacer parce qu'ils vont fixer la scapula dans le secteur 0,45. Donc si la scapula est fixée, c'est qu'au niveau de la gléno-humérale que l'on va avoir un déplacement. Et vous voyez, la vidéo la montre. Ok. Donc vous avez le long biceps qui assure le centrage de la tête humérale pour qu'elle ne remonte pas. Ok. Donc 0,45, synergie du faisceau antérieur, du deltoïde et du long biceps. Rouge, c'est le muscle effecteur, le muscle qui fait le mouvement. Donc on fait l'antéversion. Si on regarde bien là, antébulsion ou élévation intérieure du bras. Donc vous avez le faisceau, on se rappelle, le premier faisceau, le faisceau claviculaire du grand pectoral, et le premier faisceau, le faisceau antérieur du muscle deltoïde. Ils font les mouvements de 0 à 45. La scapula étant fixée. À partir de 45 maintenant, on va avoir les deux secteurs qui vont se mettre ensemble pour faire les mouvements. C'est-à-dire secteur moignon de l'épaule et secteur gléno-huméral. Donc secteur moyen de l'épaule ou encore la ceinture scapulaire et la gléno-humérale. À ce moment-là, vous avez le petit rond qui va fixer, ok, la tête humérale. Et comme la scapula commence son mouvement de sagittalisation et son mouvement de sonnette latérale, elle va donc être de moins en moins fixée. Et le mouvement continue avec le petit rond qui assure le centrage. Vous voyez, on voit bien la scapula qui commence à se déplacer, alors que au niveau de la gléno-humérale, ok, la tête humérale va finir son trajet, son cheminement dans la gléno-humérale et venir se fixer au niveau du processus acromial. Et là, c'est à ce moment-là que va commencer le conflit entre le tendon du supra-épineux et la face inférieure de l'acromion. Et c'est à ce moment-là que va commencer, si la personne, qu'elle ait une tendinite ou qu'elle ait une bursite, c'est à ce moment-là que la personne va commencer à sentir sa douleur et former et avoir ce qu'on appelle un arc ARC, un arc douloureux. Vous voyez bien la bascule d'un côté, on voit bien la bascule de la scapula, tandis que les mouvements de la gléno-humérale ne se font plus. Et tout se fait grâce justement à la bascule latérale, ou bien la rotation et la sagittalisation de la scapula. Et pour ce faire, vous avez des muscles qui s'attachent et qui vont tirer dessus. Voilà. Donc, je vous conseille de regarder ces vidéos
ok, pour pouvoir comprendre le fonctionnement. Nous allons donc finir avec la région pectorale et on va finir avec ce qui nous intéresse. On avait commencé avec la fosse axillaire. Donc, on a vu la paroi de la fosse axillaire. Maintenant, vous avez la vascularisation. Donc, en postérieur, vous allez avoir des collatérales. Je vous laisse voir ça tout seul. Savoir que du moment que vous avez une artère qui fait le tour d'une structure, elle va s'appeler circonflexe. Donc là, vous avez la circonflexe de la scapulaire. Là, vous avez les artères circonflexes de l'humérus, circonflexe huméral. Vous avez le cercle périscapulaire, le cercle périhuméral, le cercle artériel. Ces artères sont accompagnées de nerfs et elles vont passer dans des structures particulières qui sont justement les espaces d'entrée de ces structures de la région antérieure vers la région postérieure. Donc ici nous avons l'incision suprascapulaire qui, grâce au ligament scapulaire transverse, est transformé en un orifice, un foramen. Vous avez un autre orifice ici, vous avez un autre orifice ici, et là, vous devez reconnaître ces orifices, arriver à donner justement leurs limites et surtout leur contenu. Ok? Donc, à l'intérieur maintenant de la cavité, nous avons une artère, l'artère axillaire, qui est séparée en trois portions, une par le petit pectoral, une portion suprapectorale, une portion rétropectorale, une portion infrapectorale. Et pour chacune de ces portions, vous allez avoir des collatérales que vous devez connaître. Je sais, c'est barbant, c'est emmerdant, mais c'est justement pour cela que vous allez devenir médecin. Ok? Et l'artère axillaire, fait suite l'artère brachiale qu'on verra lorsque on fera le bras. Maintenant, au niveau de la cavité axillaire, on va avoir mon sac, ok. Au niveau de la cavité axillaire, on va avoir en plus des nerfs. Et ces nerfs-là, ils vont former ce qu'on appelle le plexus brachial. Alors, je rappelle, vous devez pouvoir me donner la constitution du plexus brachial rien qu'en regardant ce schéma. Donc, le plexus brachial est fait de quoi? Il est fait des branches antérieures de C5, C6, C7, C8 et T1. Et à partir des branches antérieures de ces vertèbres, vous devez pouvoir me répondre à la question: pourquoi est-ce que nous avons 7 vertèbres cervicales, mais nous avons 8 nerfs cervicaux? Ok? Et pourquoi, au début, le nerf se trouve au-dessus de la vertèbre, tandis qu'à partir de T1, le nerf se trouve au-dessous de la vertèbre du même nom. Donc, les branches antérieures de C6 à T1 vont former le plexus brachial. La branche antérieure de C5 à C6 va former le tronc supérieur, C7 reste tout seul et forme le tronc moyen, tandis que C6 et T1 forment le membre inférieur. Le tronc inférieur, pardon. Maintenant, ces troncs-là vont se diviser en 3 branches, une branche antérieure et une branche postérieure. Les branches antérieures des troncs supérieurs et moyens vont former le faisceau latéral. Ok? Tandis que la branche antérieure du tronc inférieur va former à elle seule le faisceau médial. Les 3 branches postérieures vont former le faisceau postérieur. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces branches-là? Ok? Ces faisceaux latéral, médial et postérieur, c'est par rapport à l'artère axillaire. Et ce plexus brachial, la caractéristique de ce plexus brachial que l'on va avoir, c'est des branches pour les muscles qui constituent les parois de la cavité axillaire. Donc on va avoir des branches antérieures, des branches latérales, des branches médiales et des branches postérieures. Ce sont les collatérales. Elles vont former ce qu'on appelle les collatérales du plexus brachial. Ok, là nous avons quelques-unes qu'on montre là, les collatérales
du plexus brachial. Et ce plexus brachial va finir par les branches terminales qu'on appelle encore les nerfs terminaux qui, eux, auront pour fonction l'innervation du bras, de l'avant-bras et de la main. Ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Dans 2 ou 3 jours, et si je vois que le pays est toujours bloqué, je continuerai à donner des cours. Donc, le prochain cours, si nous avons toujours un pays bloqué, on parlera du bras. Donc, merci pour les quelques graines, parce que si je vois, il n'y a que 24, mes amis, il n'y a que 24 étudiants, mais il y en a un qui est parti, c'est 23. Donc, merci pour les quelques graines d'étudiants qui ont suivi le cours. Les autres, vous pouvez toujours dire aux autres que ce cours va être enregistré, sera donc disponible sur ma page Facebook qu'on appelle Espace Fusion. Merci beaucoup et à la prochaine.